Pour la prochaine présentation, QGIS au cœur de... Ah non, pardon, excusez-moi. Ça y est, c'est fini avec le cœur. Du coup, on va enchaîner sur du déploiement de QGIS dans le parc informatique de l'établissement Public Loire. Voilà, donc c'est Émilie Bigorne qui va venir. Oh, le mec sympa. Donc voilà. Attends, je prends le temps d'admirer le bandeau en haut. Ouais, dès que j'ai fini de lire le bandeau en haut, je connais un designer. Merci Julien. Donc je suis Émilie Bigorne, je suis géomaticienne à l'établissement Public Loire et en effet je vais vous présenter la façon dont on a déployé QGIS au sein de l'établissement Public Loire. Donc quelques éléments de contexte sur l'établissement Public Loire. Donc on est un syndicat qui existe depuis presque 40 ans, reconnu établissement public territorial de bassin et qui couvre 1/5 du territoire métropolitain aujourd'hui, avec 61 collectivités membres. Donc c'est le fameux grand bandeau que Julien admirait au début, c'est toutes nos collectivités membres. Donc on intervient dans essentiellement 4 grands domaines d'intervention, donc 2 retenues sur la Loire et l'Allier, ce sont les barrages de Villeray-Nossac. La gestion des risques inondations, l'aménagement et la gestion des eaux, et également un peu de stimulation de la recherche. Depuis quelques années, on a aussi un nouveau domaine d'intervention, ce qui concerne les digues, puisque l'État délègue l'ensemble des digues aux collectivités territoriales et on se positionne pour accompagner ces collectivités territoriales dans la gestion de leur système d'endiguement. Donc ça fait en fait toute une mosaïque de territoires sur lesquels on intervient. Donc ici on voit donc ça ce sont les systèmes d'endiguement sur le bassin de la Loire, donc qui couvrent quasiment tous les axes. Ici, c'est les territoires sur lesquels on intervient en matière de prévention des inondations. Donc là encore, des territoires plus ou moins grands, quasiment sur tout le bassin. L'aménagement et la gestion des eaux. Donc on va depuis les sources de la Loire et de l'Allier jusqu'à Angers. Et pour mener toutes ces actions, sur chacun de ces territoires, on trouve un ou plusieurs chargés de mission. Et ces chargés de mission ont tous plus ou moins besoin des mêmes types de données, mais évidemment chacun pour son territoire. Donc avec des territoires qui peuvent se regrouper, se chevaucher, des petits territoires et des très grands territoires. Pour mener à bien ces actions aujourd'hui, enfin non, pas aujourd'hui, à la fin de l'année, on sera à 70 postes permanents au sein de l'établissement. Donc je me trompe parce que ça augmente très vite ces derniers temps, notamment en lien avec la gestion des systèmes d'endiguement. Donc sur ces 70 postes permanents, qui sont répartis sur 14 sites sur le bassin de la Loire, on a 60 utilisateurs de QGIS. Et pour accompagner ces 60 utilisateurs QGIS, on a un géomaticien, en l'occurrence moi, et je suis accompagnée depuis 2 ans par un apprenti. D'un point de vue informatique, parce que c'est important aussi dans ce qui nous intéresse, on a une prestation d'infogérance pour s'occuper de notre système et du réseau. On n'a pas de poste dédié à l'exploitation des PC dans notre réseau. C'est une partie du responsable administratif et financier qui s'occupe de ça. Un mot sur la structuration des données. Depuis 2013, on est sur PostgreSQL, PostGIS. Les données sont utilisées via QGIS essentiellement, également en partie par Excel. Base de données partiellement reproduite en ligne pour pouvoir faire de la cartographie interactive et diffuser des flux de nos données. Nos données, elles proviennent essentiellement, c'est des données externes, donc par les producteurs classiques, voilà, que vous connaissez tous par cœur, qui sont cités ici. Et évidemment, de la production de données internes. Donc la donnée interne est produite la plupart du temps par des bureaux d'études. En fait, nous, on porte les études et les bureaux d'études nous fournissent la donnée que j'intègre dans la base. Sauf pour les systèmes d'endiguement, où là, les chargés de mission vont produire eux-mêmes leurs données. Et là, il y a un logiciel spécifique qui est à leur disposition, qui s'appelle CIRSDig, pour ceux qui connaissent. Comment est-ce que les utilisateurs accèdent aux données sous QGIS ? C'est ce qu'on appelle chez nous les menus magiques, parce que depuis que j'ai mis ce truc-là en place, les utilisateurs sont ravis, ils ne jurent que par ça. Donc c'est le Layers Menu from Project qui a été brièvement évoqué ce matin, donc qui permet d'ajouter des menus dans QGIS qui sont spécifiques. Alors chez nous, ils sont essentiellement territoriaux.
Donc ici, on est sur le territoire du bassin du Cher, et à partir d'un menu magique sur le Cher, on accède aux données administratives uniquement du bassin du Cher, les données hydrographiques qui les concernent, etc. Donc la plupart des territoires peuvent retrouver comme ça les données uniquement pour le territoire qui les concerne. On a également quelques menus magiques thématiques, comme les données administratives, les données hydrographiques, etc. Toutes les données ne sont pas accessibles dans les menus magiques, donc les utilisateurs peuvent également utiliser le gestionnaire de base de données pour aller récupérer directement leurs données. Donc, tout ça suppose que les utilisateurs ont QGIS. Et comment ont-ils QGIS ? Eh bien, c'est là que ça se complique. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était une installation manuelle, donc un passage sur chaque poste avec des droits administrateurs pour installer la bonne version de QGIS et, si on a le temps, désinstaller la moins bonne version de QGIS. Et au passage, copier un répertoire de configuration des profils. Tout ça fait qu'on a des versions hétérogènes et complètement obsolètes de QGIS sur chacun des postes. Cette copie du répertoire de config, eh ben, chacun a la même configuration. Donc tout le monde a la même ribambelle de menus magiques, ce qui implique un temps de démarrage très long de QGIS. Bon, quand je dis très long, je pense qu'on est parfois pas loin de 5 ou 10 minutes. Et puis pas de mise à jour de cette configuration. Donc aujourd'hui, notamment des flux complètement périmés qu'il faut dépanner au téléphone régulièrement. Donc tout ça m'a conduit à me dire que bon, c'est plus possible, j'arrive plus à maintenir comme ça, il faut trouver une solution. Donc après avoir bidouillé toute seule, avoir cassé 2-3 trucs, et ben, j'ai lancé une prestation en 2022 pour nous aider, nous faire accompagner. Donc c'est Auslandia qui a remporté le morceau. Et donc on travaille avec eux depuis 2022 sur le sujet. Les objectifs de cette prestation sont de disposer pour chaque poste de la dernière LTR de QGIS et uniquement de la dernière LTR de QGIS, donc supprimer toutes les versions obsolètes, d'automatiser ces installations et désinstallations de façon silencieuse pour l'utilisateur, et pour chaque utilisateur de disposer de paramétrages personnalisés. Donc Auslandia nous a écouté les compétences qu'on avait en interne, et le principe général retenu est celui-là. Donc il y a deux parties. La partie sur la gauche en vert, c'est la partie installation de QGIS à partir des installateurs. Et la partie sur la droite, c'est un outil qui a été développé donc par Auslandia, QGIS Deployment Toolbet, qui va permettre de personnaliser les profils selon les sessions utilisateurs. Ces outils sont installés sur un serveur Active Directory qui dispose de GPO. Donc, pour faire court, l'Active Directory permet de regrouper les profils utilisateurs en groupes. Typiquement, ça peut être utilisé chez nous pour définir les droits sur les impressions, les couleurs, etc. Donc chaque utilisateur appartient à un groupe et dispose de différents droits selon ces groupes. Et la GPO, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne maîtrise pas, mais en gros, c'est un outil qui permet de donner des ordres. Le serveur donne des ordres de façon à ce que des logiciels s'installent sur les PC selon certains événements. Plus en détail, le fonctionnement. Alors, donc, sur le serveur sont déposés deux scripts qui sont lancés via des PowerShell, un script d'installation, un script de désinstallation. Ces scripts vont lire des variables d'environnement qui auront été déployées sur les PC via GPO. Ces variables d'environnement indiquent au script où se trouvent les installateurs QGIS sur notre serveur, où est-ce qu'il faut installer QGIS sur le poste utilisateur, et également un répertoire pour déposer les logs à l'issue de ces manipulations. Donc, les scripts lancent les installateurs et à l'issue de cette opération, normalement, sur chaque poste, exit les anciennes versions et on a la dernière LTR en place. Ces scripts sont lancés donc par GPO à chaque démarrage de PC. Cependant, le script vérifie que s'il y a quelque chose à faire et donc 9 fois sur 10, la version installée est la bonne et basta, le script s'arrête et c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Concernant la personnalisation, donc là encore sur notre serveur, l'outil QDT pour les intimes est déposé. Cet outil va lire les configurations de profil de QGIS qui auront été déposées sur un GitHub. Il va également chercher les plugins QGIS selon la liste qui lui aura été passée. Et à chaque session utilisateur, il va déployer les profils autorisés pour cet utilisateur.
Cette fois, les scripts sont lancés donc par GPO à chaque ouverture de session. Pour parvenir à ça, il a fallu définir des profils. Donc là, ça, c'est une question d'ordre plus général. Qu'est-ce que je choisis comme profil au sein de l'établissement ? Comme je l'ai un peu dit au début, les utilisateurs ont tous les mêmes besoins de données. Il y en a très peu qui ont des accès en écriture sur la base. Donc en fait, les profils ont été définis en zone géographique pour que chacun ait accès aux données de son territoire. Donc en gros, on a coupé la Loire en 3 parties, l'amont, la Loire moyenne et la Loire aval. Et 2 affluents sur lesquels on a pas mal d'actions aussi, voilà, la Maine au nord et le Cher plus au sud. Et il y a aussi bien sûr un profil bassin de la Loire pour quand on a besoin des données à l'échelle du bassin de la Loire. Ensuite, ces profils définis, il faut les éditer. Donc pour ça, moi je me suis appuyée sur le plugin Profile Manager sur QGIS pour préparer un premier profil. Donc ces profils, ils contiennent une liste de menus magiques adaptés au territoire en question, des géosignés et des flux WFS, WMS, si besoin également adaptés au territoire. Le plugin permet ensuite de dupliquer ce profil et d'aller appliquer les modifications soit dans QGIS, soit directement dans les fichiers INI. Donc ça, c'est la configuration. Il faut également donner une liste de plugins. Donc ça, c'est un JSON qui s'appelle profile.json, dans lequel on donne la liste des plugins qu'on souhaite installer et la version que l'on souhaite voir installée sur les PC. Ces profils sont publiés et il y a un versionnement à partir sur GitHub. Alors là, je fais ma maline, mais j'ai complètement découvert GitHub à cette occasion. Donc l'outil GitHub Desktop et l'outil... Oui, j'en ai plein les mirettes là, mais bon, c'est vachement bien. Donc l'outil GitHub Desktop et GitHub pour déposer les différents fichiers nécessaires à la génération des profils. Et l'outil ira chercher directement les fichiers sur cet espace. Et enfin, il y a besoin d'un scénario pour QDT, un fichier scénario qui va lui dire pour chaque profil, enfin la liste des profils à synchroniser, les plugins à télécharger et à synchroniser. Et au passage, il installe également des écrans de démarrage et des raccourcis sur le bureau utilisateur. Donc ça, c'est un fichier au format YAML. Au final, donc, on fait tourner QDT d'après ce scénario utilisateur avec tous les fichiers présentés. Et sur le bureau de l'utilisateur, on retrouve les profils définis. Donc ici, on a les 5 territoires qui ont été définis, plus le territoire bassin de la Loire. Les données n'étant pas confidentielles, les utilisateurs, en gros, ont le droit d'utiliser toutes les données. Donc, a priori, ils vont privilégier celles sur leur secteur d'intervention, mais rien les empêche d'aller voir les données du voisin. En revanche, il y a un profil qui figure encore pas là, parce que je suis en train de le mettre en place, qui est réservé du personnel administratif pour l'accès aux données cadastrales, qui, elles, sont confidentielles. Donc, il y a un profil exprès pour les utilisateurs de la DAF pour avoir accès au cadastre. Donc, l'utilisateur choisit son QGIS. Il y a un screen splash parce que c'est quand même plus sympa et pour être sûr qu'on a choisi le bon profil. Et on retrouve une liste de menus magiques restreinte, choisie pour l'utilisateur, les géosignés aussi. Et dans chacun de ces menus magiques, uniquement les données qui vont le concerner. Donc là, on a le thème hydrographique, mais les tronçons de cartage-topage qu'on voit ici concerneront uniquement le bassin du Cher. Pardon, j'en ai loupé une. Voilà. Donc, en gros, jusqu'à présent, on était en installation manuelle avec des vieux QGIS qui mettaient une plombe à démarrer et aucune personnalisation. Et aujourd'hui, on a des installations silencieuses avec des profils personnalisés qui vont beaucoup plus vite à démarrer et qui permettent aux utilisateurs d'accéder beaucoup plus rapidement aux données qui les concernent directement. Voilà. Tu veux faire la démo? T'as installé le truc? Oui, il y a le truc. Bien, merci. Est-ce qu'on va peut-être faire une démo? Bon, on ne sait pas, on est en train de se consulter avec Émilie. Peut-être lancer une démo. Qui a des questions? D'accord. Bon, on va commencer par le fond. Julien?
Oui, Julien Cabiès, Oslandia, merci pour cette présentation, c'était très clair. J'avais une question, c'est est-ce qu'il est possible de customiser pour l'utilisateur le profil par défaut? Et du coup, quand vous mettez à jour le profil, ça va pas écraser, c'est peut-être qu'il a ajouté un plugin ou un élément de configuration. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est le comportement effectivement de QDT. Le profil par défaut est conservé et n'est pas écrasé. Et ça met à jour les autres profils, oui. Mais si je sais pas, si vous rajoutez un plugin par exemple, que lui il a sa liste de plugins, que vous rajoutez un plugin, ça va faire un espèce de merge ou ça va juste lui laisser son profil et puis ça le mettra plus à jour. Non, un bug par défaut, quoi. Pas comme tout le monde, non. Non, tu as des modes de synchronisation. Donc en fait, tu vas dire, soit ça écrase tout, parce qu'en fait, ce profil, je veux pas que, en fait, je veux qu'il reste fixe. Soit tu fais au mieux, soit tu mets à jour que les trucs, soit tu gardes la liste de plugins, à minima cette liste de plugins là qui est définie par l'administrateur ou l'administratrice, et après tu fais ta vie à côté. Tu vois, il y a des modes un peu différents, quoi. Après, la résolution de conflits sur des fichiers de config et tout, c'est toujours un petit jeu sympa, mais toi-même tu sais quoi. La conclusion la plus professionnelle du monde. Ouais, je me permets de répondre parce que Émilie, j'ai travaillé avec elle sur ce projet. Merci d'être désagréable, Nicolas. Continuons avec le fond de la salle. Et moi, c'était, donc Sébastien Payette, Hightech Imagine. C'était une question juste sur l'hébergement des fichiers de profil. Enfin, là, a priori, ils étaient sous GitHub, mais au final, est-ce que c'est juste avoir un lien, un URL pour télécharger le fichier, ou c'est par rapport au projet sur le dépôt GitHub qu'il retrouve ces petits il faut que ce soit forcément dans un dépôt GitHub? Ça a été clair dans le... C'était pas clair, mais je crois que j'ai compris. Parce que moi, j'ai pas compris. Non, il n'y a pas d'adhérence à GitHub. Il n'y a pas d'adhérence à GitHub. Il y a une adhérence pour l'instant au protocole Git. Donc il faut que tu aies un truc sur un dépôt Git. Mais au retour de mes congés à la fin du mois, ça devrait gérer le HTTP simple et le réseau local. Ok. Et les dépôts privés aussi derrière authentification. C'est parce que, en gros, ceux qui ont déjà utilisé le plugin Resource Sharing, je ne sais pas si ça vous parle, c'est, comme je suis mainteneur dessus, j'ai fait à peu près la même logique là-dessus. Voilà. Calvados. Moi, j'avais une question sur... j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que l'installation silencieuse, elle vous a posé des problèmes à certains agents, du type montée de version de QGIS silencieuse, des outils qui disparaissent ou ce genre de choses, et du coup, l'agent découvre que son QGIS n'est plus le même. Alors ça, j'ai envie de dire, ça va être la surprise du chef, parce qu'en fait, tout est prêt, sauf la GPO. Donc, l'outil a été promis aux agents, ils l'attendent, donc j'espère que ça se passera bien, mais à ce jour, c'est pas déployé en vrai. Okay. Donc, on attend, j'ai présenté, on a une prestataire pour la partie informatique, donc on est dépendant de ce prestataire et ça va finir par arriver, je pense. Et ma deuxième question, c'est... J'ai précisé. Sur en fait... au-delà de l'outil, c'est très bien, c'est Mickaël tu disais tout à l'heure, je trouve ça hyper intéressant. En fait, c'est attention pas à trop faire de trucs un peu surdimensionnés. Ce qu'il faut, c'est de la méthodo et du travail. Tu vois, sur le changement, pareil, de l'univers Esri à QGIS. Quand on met en place ce genre de choses, il faut faire de la prévenance. Dans l'accompagnement qu'on a fait avec Émilie, on a beaucoup discuté sur ça, sur comment tu vas voir tes utilisateurs, tu fais des tests avant, tu vois les gens. C'est important, en fait. Et du coup, maintenant, ils l'attendent. Mais du coup, t'es en position de force. Peut-être. Et ma deuxième question, c'est dans les versions, on va dire, hétérogènes de QGIS, le risque, c'est pas de se retrouver avec des vieux QGS, par exemple en 3.4, et d'un coup, ils arrivent en 3.28 et... Il y aura forcément une période d'adaptation et je pense que mon téléphone va beaucoup sonner au moment où ce sera déployé, effectivement. Mais de toute façon, on est vraiment, mais même encore plus vieux que ça en QGIS sur certains PC. Donc il faut vraiment qu'on passe à jour là. Et les utilisateurs le réclament. Donc je pense que ça devrait passer. Oui. Mickaël Louche, non, derrière toi. Ah, pardon. Le rouge.
Jean-Baptiste Ménard, je suis responsable SIG au sein d'un syndicat d'électrification, syndicat d'énergie en Seine-et-Marne. Ma question porte encore une fois sur la sécurité informatique. Peut-être ça fait un peu redondant avec les questions qui ont été posées précédemment, mais j'ai besoin de mieux cerner, de mieux comprendre. Les utilisateurs de votre solution, ils sont en partie, c'est des utilisateurs externes. Si je ne me trompe pas, non. Non, c'est interne. vraiment pour les gens de l'établissement public Loire, donc ils sont sur le réseau informatique EP Loire. Parce que vous avez évoqué la compétence DIG et votre rôle d'accompagnement aux collectivités pour la gestion des digues. Oui, mais on accompagne les collectivités, mais c'est nous qui avons toutes les données et tous les logiciels. Donc là, la solution s'adresse uniquement aux utilisateurs établissements. Bon, alors du coup, ma question n'a pas lieu d'être. Alors, Le bleu. Moi, c'était une question sur tout ce qui est aussi connexion PostgreSQL, utilisation peut-être de fichiers de service PostgreSQL pour sécuriser et du coup, via la GPO, publier aussi d'autres variables d'environnement type PG Service File ou autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est en place ou pas prévu? Et j'avais une deuxième question sur les projets qui rament quand on avait tous ces menus magiques. C'est parce que j'imagine que le plugin, il charge tous les projets derrière. Il y aurait peut-être des améliorations à faire sur ça pour que le projet, le plugin ne charge peut-être pas toutes les couches, mais ou avec un mode un peu plus lazy, pour pas que ça fasse planter aussi l'outil. Oui, alors pour la première, effectivement, comme je disais, il y a peu d'utilisateurs qui ont des droits d'accès à la base. Donc en fait, j'ai fortement simplifié le nombre de connexions à la base de données. Et c'est aussi pour ça, c'est en lien avec la deuxième question, c'est pour ça que ça ramait aussi. C'est qu'au départ, j'ai multiplié les profils de connexion inutilement. Et donc ça a été l'occasion de faire du ménage et de simplifier fortement le nombre de connexions à la base de données. Bon, déjà, je précise que QDT est vraiment neuf. Tu vois, il y a... Donc il y a plein de cas un peu toujours pareil. Je sais que bientôt il y a le Grand Lyon jeudi pour moi et du coup ça va parler Kerberos. Ça va rentrer un peu plus dans le dur. Il y a le ST6 carré de la gendarmerie nationale bientôt. Donc tu vois, on va avoir une phase plus d'industrialisation sur alors j'ai juste contribué à ce plugin, mais je sais pas si Xavier, je crois pas que Xavier soit là, le développeur principal. Oui, après c'est effectivement il a besoin un peu de ressources là-dessus, comme beaucoup d'autres plugins. Après c'était dans le marché, il y avait une réponse, mais ça impliquait un travail de dev assez conséquent en fait, parce que c'est de la gestion de cache. Du coup, il y a pas mal de choses. Donc est-ce qu'il y a des trucs en local, d'aller voir si les couches. Enfin, tu vois, en fait, d'un coup, c'est des problématiques où il y a une pelote qui est sympa, mais c'est une pelote quoi. J'ai une tête de chat, mais j'aime pas trop jouer avec les pelotes. On s'approche de la fin des blagues. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Jean-Marie, je t'ai vu. Tiens bon. Bonjour, Magali Brossard, responsable du SIG Grand Châtellerault dans la Vienne. Je voulais savoir, lorsque vous redéployez une nouvelle version de QGIS, est-ce que vous redéployez la totalité avec les profils ou vous ne déployez que la nouvelle version en laissant les profils en place? Alors, il y a bien deux parties. Lorsque je vais installer une nouvelle version de QGIS, je ne suis pas obligée effectivement de mettre à jour les profils qui vont avec. C'est vraiment deux choses qui peuvent complètement distinctes. D'accord. Et ma deuxième question, alors du coup, ça rejoint un peu ce que Michael disait tout à l'heure. Est-ce que au niveau des connexions bases de données, alors vous, c'est pas le cas parce que vous avez pas beaucoup de connexions, mais nous, par exemple, où les utilisateurs sont en écriture sur les bases, est-ce qu'il y a une amélioration qui va être faite au niveau de la sécurité des mots de passe en clair dans le fichier config? Il n'y a pas de. Alors, du coup, on était passé. C'était au début de la. Ouais, ça y est, je me souviens. Parce qu'on a eu un peu de retard sur la réalisation. C'était il y a longtemps. Mais du coup, oui, en fait, il y a tout cet accompagnement aussi de dire voyez, tous les mots de passe en clair, vous allez oublier. On va faire ça avec des PG, des PG services conf, etc. Des PG pass, peut-être pour les modes plus avancés. Et donc ça marche par variable d'environnement, donc ça devient déjà plus contrôlable. Donc voilà. Mais si vous mettez des mots de passe en clair dans vos projets, dénoncez-vous, maltraitez-vous. Non mais voilà, arrêtez, sauf si c'est pour de l'open data quoi, en gros. Et du coup, quand vous êtes en déploiement, il y a tout ce jeu-là, et il faut imaginer que dans QDT après, bon, c'est pas encore là, mais on pourra dire selon le nom de l'utilisateur. Alors on fait du remplacement de variables d'environnement. Enfin, ça existe déjà en fait, mais il n'y a pas encore les filtres pour dire dans le fichier ini, il y aura tel truc, etc. Tel truc. Voilà.
Du remplacement de variables, en fait, dans mes templates. Oui, alors attends, parce que si je fais ça, Jean-Marie va me buter et puis il me ramène. Donc, je suis obligé. Donc. Jean-Marie ? Donc Jean-Marie Arsac, Azimut. Est-ce que le plugin prend en compte les plugins qui ne seraient pas sur les dépôts officiels QGIS? Ça n'est pas un plugin, mais il le prend en compte l'outil, pour l'instant. Il prend en compte les plugins qui sont publiés sur un dépôt avec un fichier XML afférent. Donc pas le dépôt officiel. Il prend pas les plugins pour l'instant qui sont stockés sur un réseau local, par exemple, genre les plugins faits maison qu'il y a dans les organismes des fois, ou ceux qui sont juste sur un dépôt GitHub. Et donc du coup, par exemple, pour le profil qui a été fait pour la conf, peut-être la démo qui va suivre, il n'y a pas notamment AI4IO, enfin le plugin de Thomas, ou celui d'Espace Collaboratif, justement parce qu'ils sont bloqués en fait. Alors par contre, d'Espace Collaboratif, si vous lancez le profil, il y a déjà l'URL dans les dépôts. Tu peux faire ça, voilà. Ok, merci. Il y avait une question de Pierre, il me semble. Et Total. Okay. Je l'appelle Total. Pierre Mickersturm. Question, si de notre côté on a déjà déployé notre outil sur la GPO qui permet de maintenir à jour les outils QGIS utilisés par nos collègues des autres directions, est-ce qu'on peut déployer QDT de notre côté, etc. Oui, ça revient un peu, comme on disait tout à l'heure, tout est complètement distinct. Il y a la partie installation, qui est un script qui est lancé par une GPO de son côté, et il y a la partie personnalisation avec QDT, qui est lancée par une autre GPO selon d'autres événements. Donc oui, les deux peuvent vivre indépendamment. Ouais, je me présente plus, je suis totalement repéré, donc... Totalement, oh là là, quel jeu. Voilà. Oui, juste une question. Déjà, bravo pour avoir réussi à déployer, mettre à jour vos logiciels de cette façon. Est-ce que vous avez envisagé une autre manière d'opérer, par exemple par un bureau virtuel, c'est-à-dire une installation centralisée? En fait, vous utilisez votre ordinateur comme un terminal, simplement sur un bureau, ce qui pourrait simplifier la maintenance et permettrait éventuellement de bien gérer aussi la connexion entre le client lourd et la base de données. C'est-à-dire que si vous le mettez au même endroit, je suppose que vous gérez un peu l'hétérogénéité des connexions à la base de données centralisée par rapport à des postes qui sont à différents endroits. Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé ou pas du tout? Je ne sais pas si... Oui, c'est même plus qu'envisagé, c'est déjà en place effectivement. Alors ça, c'est merci le confinement. Il y a eu obligation de mettre en place ce genre de système pour pouvoir travailler. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des bureaux virtuels sur lesquels se connectent les agents qui ne sont pas sur site, en fait, effectivement. Et aujourd'hui, voilà, comme j'en avais marre d'installer des QGIS, je disais systématiquement passer par les bureaux virtuels pour aller utiliser le QGIS qui est dessus. Donc là, ce sera les tests de déploiement en grandeur nature, mais normalement, ça s'appliquera aux bureaux virtuels et aux postes utilisateurs. Donc on la lance. Laurent, tu peux repartager l'écran, s'il te plaît? Bon, vous voyez, il y a un point exe, et puis il y a un point YAML. Et dans ma voix, vous sentez que je sens qu'une démo en live, c'est... L'année dernière, on a fait ça avec Étienne. Et Étienne, je suis encore désolé pour tout ça. Tu as vu, il y a un créneau qui s'est libéré. Ça te dit que... Donc là, c'est parce que du coup, j'installe un petit truc pour faire du Bitcoin sur votre machine. Ne vous inquiétez pas. Ça. Et là, ça... Voilà. Bon, ah oui, carrément, on voit même la console. C'était pas prévu. C'est pas du batch, Théo. Quoi que t'en penses. Excusez-moi, je fais des private jokes, faut que je m'arrête. Et ça a marché. Ouh là là, j'étais pas prêt. Du coup, vous voyez, sur l'ordinateur de Marie Sué, désolé, il y a un logo, donc le raccourci a été créé, mais pas que. En fait, le profil vient avec son splash screen. Et du coup, dedans, on va retrouver... Alors, on est sur Windows, donc ça prend du temps. Pardon. Voilà, on va retrouver toutes les extensions et les configurations d'interface qui ont été faites pour la préparation du profil. Donc j'ai fait exprès de bouger au moment de concevoir le profil, de bouger exprès des barres d'outils pour montrer tout ce que ça fait, etc. J'ai aussi bougé la taille des icônes. On voit bien le plugin du Craig qui est là. Voilà, et donc toutes les extensions qui sont... Ouais, voilà, évidemment, là on est sur quand même... Ça c'est dur. Ah, oui. On
Oui, vous avez vu, il y a bien par exemple les extensions activées et aussi bien le dépôt de l'espace collaboratif. Donc entre guillemets, il n'y a plus qu'à Michel, tu n'as plus de raison de ne pas travailler. De plus en plus professionnelle cette conférence. Bon, voilà pour la démonstration qui a fonctionné. Merci.